Merci d'être venu ce soir pour ce nouveau Toulouse.js. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de meet-up. Ah, si, ça passe. C'est bon. Ça, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de meet-up et du coup on revient en mode plus fort avec le GDG. En fait, c'est la même chose sauf que bah, on est plus pour organiser, donc on peut faire des. On remercie aussi les sponsors qui nous permettent et d'avoir un lieu intéressant. Donc merci à Ecoworking pour, pour l'accueil et puis les autres sponsors qui nous permettront de faire un petit apéro après les talks. J'en profite pour parler du Slack, des communautés de Toulouse. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à y aller. Il y a bientôt 1000 personnes sur le Slack. Ça parle de tout et de rien. Mais si vous avez envie d'échanger autour de techno, rester informé sur ce qui se passe au niveau de la communauté toulousaine, n'hésitez pas à rejoindre le Slack. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. Alors il y a Meetup, Twitter, YouTube et GitHub. GitHub pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez vous aussi proposer des sujets. C'est assez facile, donc il y a une adresse et vous pouvez et voter et proposer vos sujets. Il y a une petite notice qui vous explique comment faire. Et voilà, quelle que soit la techno, n'hésitez pas à proposer des sujets. Le prochain rendez-vous GDG, ce sera le 21 novembre, donc une soirée consacrée à la domotique. Donc voilà, vous aurez les infos à venir sur les différents canaux de discussion. Pour ce soir, je vais commencer à vous faire une petite introduction veille. C'est une tradition qu'on avait mis en place dans les derniers Toulouse.js. Et comme ça fait un moment qu'on l'a pas fait, du coup, il s'est passé des choses. Et Nicolas vous parlera ensuite de WebAssembly. Euh, alors, je vais commencer. Bon, déjà, je me présente. Hein, je m'appelle Maxime Varnier. Certains m'ont déjà vu sur les précédents Toulouse.js. Je vais commencer par vous parler de la base du langage. Il s'agit d'ECMAScript, ce qui est la spécification du langage JavaScript, ce qui va nous permettre de comprendre et de voir les évolutions. On en est à la 8e édition de ce langage. Donc la spécification date, la dernière spécification date est sortie en juin 2017. On l'appelle aussi ES 2017. Donc tous les ans, on a une release qui sort. Donc, petit rappel, c'est depuis la version ES 2015, il y a une release des specs par an. Mais au cours de l'année, toutes les décisions qui sont prises autour du standard sont visibles. Donc ça permet, à travers différents stages, différents états des spécifications, de savoir qu'est-ce qui va être ou pas implémenté. Et typiquement, là, je vais revenir sur quelques points majeurs de la spécification qui est du coup maintenant actuelle. Mais c'est des choses qu'on avait déjà entendu parler depuis un moment parce qu'elles avaient elles avaient suivi des stages, donc des états assez. Enfin, ça fait quelques années qu'on entend parler. Typiquement, les fonctions async function. Je montre du code, taille, mais en fait, c'est une manière qui permet d'écrire du code asynchrone, puisque la majorité des traitements JavaScript sont asynchrones. Ça permet d'écrire ce code de manière synchrone. On voit ici une écriture sous forme de callback. Et avec ces nouveaux mots-clés async et await, on a une écriture qui est complètement synchrone. On additionne des résultats qui sont issus de traitements asynchrones, comme si c'était des fonctions synchrones. Donc c'est pure syntaxe, mais ça permet de faire des choses intéressantes, notamment au niveau du traitement des erreurs. Donc en fait, on encapsule ça dans des try-catch. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez majeur dans l'évolution du langage. On a aussi des fonctions un peu helper, donc c'est on va dire du sucre syntaxique. Ça permet de faire des choses intéressantes autour des objets, donc d'extraire des clés des objets ou des clés valeurs, donc pour itérer. Ça vient se mettre dans la tendance à faire du fonctionnel. Donc ça permet de faire des choses en évitant de faire des forts, par exemple. Voilà, du coup, comme ça retourne des tableaux, on peut itérer assez facilement dessus. Et
puis il y a d'autres choses. Bon, le training comma, c'est une possibilité d'avoir des virgules à la fin d'une liste d'éléments d'un tableau, par exemple, sans que ça soit une erreur de syntaxe, du padding sur les chaînes de caractères. Et aussi un gros morceau qui est peut-être pas forcément visible pour le développeur web lambda, on va dire, mais qui est très important pour tous ceux qui vont faire, peut-être que Nicolas tu nous en parlera, mais ceux qui vont faire notamment du WebGL ou des choses qui vont demander de la performance. En fait, c'est la possibilité de partager de la mémoire entre des contextes d'exécution différents, typiquement un web worker et le thread, enfin le contexte d'exécution principal de JavaScript. Parce que normalement, c'est des contextes qui sont isolés, et quand on veut faire transiter des informations d'un contexte à l'autre, c'est pas optimal. Et ces ces nouveautés dans le langage permettent de partager des informations et de faire transiter des informations de manière extrêmement performante. Donc voilà. Ce qui arrive pour la suite, puisqu'on a une nouvelle itération tous les ans, au stage 3, donc c'est-à-dire à l'état où on peut se dire que c'est quasi sûr que ça va être implémenté dans le navigateur. Il y a 5 états différents. Le quatrième étant l'état c'est implémenté. Le stage 3, généralement, quand on a une spec qui est dans cet état-là, c'est qu'on peut commencer à travailler dessus. Je ne vais pas les détailler. Ce qui peut être intéressant, c'est celle-ci. En fait, pour ceux qui ont déjà utilisé, c'est les opérations, c'est-à-dire qu'on peut éclater un propriété, c'est quelque chose qui est aussi disponible sur les objets. Alors ceux qui utilisent React, ça fait à mon avis 1 an ou 2 qu'ils l'utilisent au quotidien, mais en vrai, c'est toujours pas dans la spec. Des imports, donc les imports, c'est tout ce qui est autour des modules qui sont arrivés nativement en JavaScript avec la spécification de S 2015. Et en fait, c'est la possibilité d'importer dynamiquement des modules, parce que jusqu'à présent, c'était un import statique. Et avec cette fonction-là, on peut importer dynamiquement des modules. Aussi la notion de class fields qui fait en fait qui permet de mettre des propriétés privées dans les classes. Je passe le reste, mais sachez que toutes ces spécifications-là, c'est un petit peu des choses à surveiller et à un peu s'imprégner pour la suite, parce que c'est vraiment ce qui arrive. De Node.js. Du coup, là, je fais la transition avec Node parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est le support de la spécification et des nouveautés dans Node.js, qui est quand même fondamental dans l'écosystème JavaScript. On est à la version Node 8, même 1, je crois, qui est sortie peut-être dans la nuit, qui est la future LTS. LTS, donc il y a 2 versions de Node.js. Il y a la version qu'on utilise, la version stable, on va dire, et la version LTS, qui est une version de support long terme, qui a un support, une maintenance qui dure au total, cumulé avec les différents créneaux de support, 3 ans et demi. Typiquement, c'est plutôt rassurant pour les entreprises de se dire, OK, on prend une version et on sait qu'on va avoir du support. Donc, pour l'instant, on est toujours sur Node 6 en LTS, mais dans très peu de temps, mois prochain, je pense, ça sera la version 8, donc la version stable actuelle sera la prochaine LTS. Et elle a un support de ES 2015 à 99% natif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est ES 2015, quasiment, on peut l'utiliser à 2-3 détails près. Donc ES 2016 et ES 2017, elle a un support quand même à 73%, donc ce qui est plutôt intéressant. Node 9 donc, va devenir la prochaine version stable. Et là, on passe à un support de ES 2017 et de ES 2018. Donc tout ce qu'on vient de voir précédemment, qui est déjà acté et qui va arriver, ça sera déjà supporté dans Node 9. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet déjà d'appréhender les nouvelles spécifications. Node 10, ça sera vraiment un changement par rapport à tout ce qui est module. Il y a déjà des implémentations qui commencent à être natives du format qui n'est plus... Enfin, il existe toujours le format CommonJS que tout le monde connaît avec les require, mais ce format natif d'import arrive progressivement et sera présent à partir de Node 10. Voilà. Au cœur de Node, on retrouve V8, donc qui est le moteur développé par Google, qui est également le moteur de Chrome et Chromium.
Depuis la version 5.9, donc qui est sortie en mai 2017, donc qui est depuis du coup quelques versions sur Chrome et qui est depuis la version 8, peut-être 8.2, quelque chose comme ça, sur Node. En fait, même si c'est peut-être passé inaperçu, il y a eu un changement majeur dans le fonctionnement dans ce qui s'appelle le pipeline d'exécution d'exécution du JavaScript. Plus détailler l'image, mais en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une simplification très claire du process. Il y a eu une phase de transition et les modules qui gèrent la compilation du JavaScript en temps réel ça s'appelle Ignition et Turbofan. Et donc, voilà, ce sont les deux nouveaux modules de d'être le plus performant possible dans tout ce qui est syntaxe moderne, donc à partir de ES 2015, etc. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont release une nouvelle version de 6.3, donc il y a encore des évolutions de performance au niveau de la mémoire, au niveau du temps d'exécution des instructions, donc voilà, ça va dans le bon sens en tout cas. Typiquement, on peut voir, donc voilà, là je pense que la dernière en date c'est la 6.3. On voit grosso modo, bon, les benchmarks, ça veut tout dire et rien dire, mais on constate qu'à chaque version, on gagne un peu plus en performance. Donc, bon, voilà. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes les benchmarks. Chez Navigateur, donc, je fais la transition avec Chrome qui utilise V8. Grosso modo, du fait qu'il y a un nouveau moteur, il y a plus de performance, la mémoire elle est mieux gérée. Donc voilà, ça suit son cours en gros. Ce qu'il y a d'important à noter, et je me souviens de certains touches justement, on commence à dire c'est super JavaScript, ES 2015, il y a les modules, mais en fait on ne s'en sert pas, c'est pas implémenté. C'est vrai. Et là, l'implémentation commence à arriver. Typiquement, Chrome 61, c'est la version stable actuelle, je crois. Et on peut faire ça dans le navigateur. On peut implémenter, on peut appeler directement les modules. Je pense qu'avant que ça soit utilisé au quotidien, que les outils, que les bonnes pratiques changent, parce que ça remet un peu tout en question, il faudra peut-être une année de plus. Mais ça va dans le bon sens. Typiquement, Edge, qui est donc le navigateur de Microsoft, les modules depuis quasi un an, même sous forme expérimentale, mais ils ont déjà commencé à l'implémenter. Donc, il reste Firefox qui a pour l'instant les modules activables avec des préfixes. Voilà, le temps que l'écosystème se mette en place, les bonnes pratiques, je pense que l'année prochaine, on aura peut-être des premiers cas d'utilisation vraiment concrets des modules. Dans Edge, j'ai noté l'utilisation de grid layout qui arrive récemment. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu forcément parler, c'est une possibilité assez puissante en CSS qui permet de faire des grilles. Voilà, donc c'est implémenté dans Chrome, dans Firefox et maintenant dans Edge sans layout. Donc c'est un peu l'avenir du layout en CSS. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Dans Firefox, le projet Quantum, c'est la grosse nouveauté du moment. Donc, du coup, j'en profite pour vous en parler un petit peu. À l'origine, c'est un projet de recherche qui a été développé en collaboration avec Samsung, donc ça date de 2013, c'est assez ancien. L'objectif, c'était de réécrire le moteur de Gecko, qui est le moteur de rendu de Firefox. Et ça a été aussi l'occasion de créer un langage pour ça, qui est donc Rust, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Donc Firefox Quantum, en fait, c'est Firefox 57, mais comme c'est une énorme mise à jour du navigateur, ils ont décidé de lui donner un nom de code, aussi pour faire un petit peu de communication autour, sur la réécriture du moteur, mais aussi sur un travail qui a été fait enfin, surtout l'année dernière, qui est la possibilité de Firefox d'utiliser les multiprocessus. Donc ça, c'est un projet qui s'appelait Electrolysis, vous avez peut-être entendu parler de ES10. Et voilà, ça a été livré l'année dernière, en fait. Bon, après, il y a eu des itérations, des corrections, etc. Donc, en fait, la réécriture du moteur et l'utilisation du multiprocessus permet d'utiliser au maximum les possibilités des machines actuelles, c'est-à-dire le multicœur et le GPU, pour paralléliser au maximum les opérations et du coup augmenter le plus possible les performances. Ils en ont aussi profité pour faire une nouvelle interface. Les premiers retours sont plutôt bons et la sortie officielle de ce nouveau navigateur qui est actuellement développeur. Donc la sortie officielle en stable pour tout le monde sera le 14 novembre. Voilà, ça arrive bientôt.
À noter aussi pour ceux qui utilisent encore Firebug que c'est la mort de Firebug. En fait, au niveau des DevTools de Firefox, tout ce qui était dans Firebug aujourd'hui est dans les DevTools natifs. Voilà. Donc, il faut le savoir, Firebug ne fonctionnera plus par la suite, mais il n'y en aura plus besoin finalement. Des benchmarks, bon, c'est juste pour illustrer les propos, mais grosso modo, on voit qu'il y a une nette amélioration des performances entre Gecko, le moteur Servo, et surtout s'il est utilisé sur du multithread. Après, bien sûr, c'est des benchmarks, il faut voir dans la pratique, selon les cas d'utilisation. Pareil pour l'utilisation mémoire, forcément, comparaison, voilà, il y a une utilisation mémoire qui est moindre avec ce nouveau navigateur. Je vais faire un tour des frameworks. Toujours les mêmes. React, qui a sorti assez récemment une version 16, qui est une version assez majeure finalement, parce qu'il n'y a pas eu énormément de versions pendant un an. Donc, en gros, React 16, c'est quoi? C'est la réécriture complète de React. Donc, même si l'API ne change pas trop, ils ont tout réécrit. Ils ont appelé ça le projet Fiber. C'est la réécriture du moteur, en fait. Donc, typiquement, ça apporte des nouvelles fonctionnalités, la possibilité de pouvoir avoir plusieurs éléments qui sortent d'un nœud, async rendering, ça ils l'ont pas encore implémenté, mais c'est disons que tout ça, ça permettra des performances ou d'éviter le blocage du moteur de rendu. Il y a une gestion des erreurs qui est améliorée aussi. Voilà, c'est tout un tas d'améliorations du moteur qui sont finalement sans douleur parce que si vous étiez sur du React 15.5 qui était la release d'avant, à partir du moment où il n'y avait pas de warning, en fait, la transition React 16 se fait voilà, sans aucun problème. Angular 5 qui va aussi sortir. Là, j'ai l'impression que le maître mot de cette release, c'est la performance, au niveau de l'optimisation du build notamment. Il y a aussi un point qui est intéressant, c'est pour ceux qui vont travailler sur le mobile, c'est l'arrivée du service worker pris en charge directement par Angular. Typiquement, le service worker, ça permet de travailler sur tout ce qui est offline. Donc, ça peut être intéressant quand on fait des développements mobiles. Donc, voilà, ça arrive sur Angular, je pense, dans les prochaines semaines. Angular 5. Angular Lab, donc c'est une initiative aussi qui a été annoncée il y a peu de temps. J'en parle, mais c'est voilà, grosso modo tout ce qui est qui est un peu incubé en interne, c'est le faire partager à la communauté. J'ai vu qu'il y avait du travail au niveau de la possibilité de faire des composants et de les extraire sous forme de web components. Le travail aussi au niveau des outils, du scaffolding, des choses comme ça. Donc voilà, c'est toujours intéressant que les gens qui sont les premiers utilisateurs et au cœur des systèmes publient un petit peu des choses à la communauté. On a aussi une montée en puissance du framework du JS. Donc, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est un mélange entre, grosso modo, le React et Angular. Ça essaye de prendre les bons côtés des deux frameworks en imitant un maximum le boilerplate, en fait. Voilà, dans la dernière version, j'ai pu noter qu'ils avaient amélioré la gestion des erreurs et qu'ils prenaient en charge le TypeScript. Voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire là-dessus. Si après vous voulez en parler, voilà. Ce que j'ai à noter, c'est que c'est un framework où on en entend de plus en plus parler. Donc, à mon avis, un framework à suivre. Après, il y en a d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a des anciens, il y en a des plus récents, il y en a des fantomatiques. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de frameworks qui naissent, qui meurent. J'en reparlerai à la fin, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de frameworks qu'ils ont tous la solution. Voilà. C'est intéressant de s'en inspirer. Après, de citer pour moi les deux gros frameworks qui pilotent un peu l'actualité JavaScript en ce moment, qui sont React et Angular. Je vais finir par les outils à suivre. Donc, VS Code. Je pense que beaucoup de personnes travaillaient avec Sublime Text et quand VS Code est arrivé, on fait la transition. En tout cas, c'était mon cas. VS Code qui, pour travailler avec le JavaScript, est quand même un outil très puissant. Et pour travailler avec le TypeScript, c'est un très bon outil aussi. Ils sortent une nouvelle version tous les mois. La version actuelle, c'est la version 1.17. Ce qui est en cours de préparation, c'est la possibilité de faire plusieurs projets à l'intérieur d'une même fenêtre, d'une même instance de VS Code. Ils ont aussi augmenté, mais ça c'est déjà dans la version livrée, les performances au niveau du terminal. Ils utilisent un Canva et du coup, le terminal intégré est très performant. Donc
A priori, on n'a même plus besoin d'utiliser d'autres terminals si on veut. On peut vraiment, c'est vraiment la notion d'IDE qu'ils essayent de retrouver avec la souplesse d'un éditeur de texte comme Sublime Text. Ce qu'ils essayent de faire aussi, c'est d'améliorer un maximum la prise en charge du JavaScript et du TypeScript à travers de l'autocomplétion, tout ce qui est outillage. Euh, voilà, ça c'est ce qu'ils améliorent toujours à chaque itération. TypeScript, du coup, qui est un langage qui a finalement déjà 5 ans, qui a sorti ou qui va sortir une nouvelle version, donc qui est version 2.6. Bon, voilà, sans rentrer dans les détails, qui permet de mettre dans des commentaires des tags pour ignorer les erreurs, ce qui permet de faciliter la transition TypeScript, parce que des fois, bon, bah, on a des erreurs et on ne veut pas forcément les traiter de suite, donc ça permet voilà, de... Il y a d'autres choses aussi dans le langage, enfin dans cette nouvelle release. Je passe les détails, c'est surtout de noter que bon, c'est un langage, un surlangage qui est devenu maintenant une référence, notamment en travers Angular, donc à suivre aussi. Babel, qui est en train de préparer une version 7. Babel, c'est la référence pour tout ce qui est transpilation, c'est-à-dire convertir du code qui est pas forcément, qui utilise pas forcément des standards implémentant des navigateurs dans des versions implémentées. Typiquement, je code en ES 2018 et je veux cibler je sais pas, Firefox 36. Bon, bah, j'utilise Babel parce qu'il va m'aider à rendre mon JavaScript utilisable dans ce navigateur qui implémente peut-être pas toutes les fonctionnalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, alors c'est pas spécifique à Babel 7, hein, c'est un module séparé qui s'appelle Babel Env. Et en fait, plutôt que de dire je veux transpiler pour ES 2015 ou pour ES 2017 ou des choses comme ça, en fait, on dit je veux transpiler pour tel navigateur ou les navigateurs à jour d'une version récente de une version, deux versions ou les dernières versions des navigateurs. En fait, on a juste à se dire, on a juste à préciser quelle cible on veut et pas quel langage on va supporter. Ça évite d'aller vérifier le support, donc ça c'est pratique. Voilà. Après, au niveau des nouveautés qui arrivent dans Babel 7, il y a différentes choses, mais ce qui peut être intéressant, c'est le support de TypeScript. Alors, support, c'est juste enlever tout ce qui va faire que le TypeScript, enfin, en fait, enlever le typage, quoi. On aura toujours le TypeScript, c'est un outil, ça va pas tourner dans le navigateur. C'est au même titre que Flow sert à gérer le typage et a besoin d'être enlevé du code pour tourner dans un navigateur. Babel va permettre de faire pareil avec TypeScript. Et aussi une possibilité de faire des configurations sous forme de fichiers JavaScript et plus de fichiers comme c'était le cas avant en Webpack 4. Pour l'instant, c'est là. Et il prévoit une refonte au niveau de la gestion des modules, typiquement l'implémentation, enfin la possibilité de travailler du WebAssembly et aussi d'intégrer les modules, tout ce qui est CSS en natif. Et du fait de ces réécritures, bah, voilà, ils vont résoudre quelques problèmes de performance. Donc, je n'ai pas vraiment de date de sortie, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc, à suivre, il n'y a pas gros breaking change à prévoir. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de savoir que les outils évoluent dans le bon sens. Pour terminer, NPM, qui est donc passé en version 5, qui est le système de gestion de dépendance et de build, entre guillemets, de tâches de JavaScript. Il y en a d'autres, hein. Il y a Yarn, typiquement. Personnellement, je suis resté assez fan de NPM et j'étais assez content de cette nouvelle version 5 qui amène quand même pas mal de performance. Un outil intéressant, ce qui est NPX, qui permet d'utiliser un package sans l'installer. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, il y a un canal de release aussi qui permet de tester les versions à venir pour les early adopters. Donc voilà, c'est intéressant. C'est un outil pareil qui évolue assez bien et qui est livré en version 5.3, il me semble, dans la version Node 8. Donc voilà, vous êtes à jour. Au niveau des frameworks de test, des outils de test, j'ai noté la montée en puissance de Jest, qui est un produit issu de Facebook. Grosso modo, au niveau des frameworks de test, il y a Jasmine, Mocha, Ava et Tape. Je pense que Jest devient une référence parce il est assez puissant, il est performant et surtout il s'utilise assez vite. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de configuration. Donc pareil, à suivre, si vous n'avez pas encore testé, je vous invite à tester, c'est assez pas mal. Voilà.
pour terminer, donc je reviens sur ce que je disais un petit peu là. J'ai fait un résumé de ce que je pense en tout cas être les choses actuelles à savoir et à suivre. Après, il y a plein de choses. On parle de la JS fatigue, Archines, etc. Je vous fais un petit rappel que je trouve assez intéressant, c'est qu'en France, il y a toutes les heures 9 nouveaux livres qui sont édités, donc 79 000 par an. Ça, c'était les stats de 2010, donc je pense que c'est encore plus aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de tous les lire, les livres. En fait. C'est pareil avec le JavaScript. Typiquement, il y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui meurent, il y a plein de bruit, et on n'est pas obligé de toujours les suivre. Plutôt de, voilà, c'est intéressant de savoir, mais il faut savoir prendre du recul aussi. Donc, c'était mon dernier mot sur ce concept de JS fatigue par rapport à la veille. Voilà, je vous remercie et je passe maintenant la parole à Nicolas pour la suite.